toutes et à tous, on va parler aujourd'hui du document unique après ma présentation personnelle. Alors, je suis Thierry Rebusson, je coordonne le service prévention en Corrèze. Ce dont on va parler aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, existe depuis 21 ans. Ce document unique, fameux document unique du 5 novembre 2001, qui doit être mis en place dans toutes les entreprises. Alors, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'il y a une évolution de la réglementation, c'est ce sur lequel va s'appuyer justement cette petite heure entre nous, et parler de la prévention des risques et l'objectif du document unique qui est bien sûr à la base uniquement focalisé sur la préservation de la santé des salariés et malheureusement souvent pris comme une obligation pour répondre à une réglementation. Alors, ce que je voudrais vous dire surtout sur ce document unique, c'est que quelque part, on va appuyer ce document unique en 3 phases: l'identification des risques, la hiérarchisation et la mise en place du plan d'action. Et ce qu'il faut savoir surtout, et c'est la première diapo sur laquelle je vais appuyer, c'est que cette réglementation existait déjà depuis 89, puisqu'on avait une directive européenne de 89 avec la loi de 91 sur les principes généraux de prévention, qui sont au nombre de 9, qui évoquait déjà les obligations et la réglementation. Dans la réglementation, les obligations pour le chef d'entreprise. On va s'appuyer là-dessus, puisque c'est notre référence, et puis on va voir l'évolution de la législation jusqu'à aujourd'hui, et cette fameuse loi santé-travail du 2 août 2021, qui nous permet d'élaborer le document unique et l'évolution de la réglementation. Ce document unique, décret du 5 novembre 2001, qui va matérialiser de façon synthétique et visible les données issues de l'évaluation des risques, avec une intégration de sanctions pénales, on verra laquelle, si non-respect de cette obligation. Ces aspects n'ont absolument pas été modifiés. Et la circulaire, vous voyez, qui répond au décret du 5 novembre 2001, nous évoquait la forme du document unique, son contenu, sa mise à jour et son accessibilité. Ouais. Alors, j'aimerais rappeler quand même à nouveau que le document unique ne trouve sa raison d'être que dans les actions qu'il va susciter. Toujours objectif de prévention. Et pour ça, les objectifs, on va identifier et classer les risques auxquels sont soumis les salariés et mettre en place des actions de prévention. On parle d'étapes initiales d'une politique santé-sécurité et les résultats sont transcrits dans un document unique. C'est là justement où le document unique apparaît. Et pour mettre en place ces actions de prévention, vous allez voir que l'évolution de la réglementation va vers ce qu'on appelle le PAPRI-Pacte, que je vous évoquerai un peu plus tard, qui est un plan de mise en place d'actions de prévention qui est différent selon les petites, moyennes ou grosses structures. J'en parlerai un petit peu plus tard. Aujourd'hui, trop de documents uniques sans plan d'action, alors que c'est là son leitmotiv. Donc, l'objectif identifié, classer les risques, vous savez, auxquels sont soumis les salariés, et mettre en place des actions de prévention. Donc, une étape initiale d'une politique santé-sécurité, avec un résultat qui est transcrit dans le document unique. Alors, première chose, je vous ai dit pour faire le DU, identification des risques. Souvent déjà, c'est le problème. J'ai affaire à des chefs d'entreprise ou des salariés qui connaissent leur métier, mais parfaitement. Comment le transcrire dans un document, comment le mettre noir sur blanc et comment dire quels sont mes risques et qu'est-ce que je fais pour y remédier. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'il ne faut pas que ce document unique soit une autocondamnation. C'est-à-dire que lorsqu'on met en place un plan d'action, il faut faire en sorte à le respecter et faire en sorte aussi et surtout, lorsque l'on met une action à mettre en place, de la mettre en place. Et c'est ce sur lequel la nouvelle réglementation, justement, va acter quelque part. On verra un nouveau plan d'action en particulier pour les grosses entreprises qui s'appelle le PAPRI-Pacte. Donc, on verra cet acronyme qui est immonde, hein, qui fait partie de tous les acronymes qu'on a dans le service de santé en particulier. Mais on verra quel est l'objectif de ce plan d'action qu'on doit présenter en particulier au CSE ou faire participer le CSE selon les tailles des entreprises. Alors, lorsqu'on parle du document unique, l'enjeu socio-économique, bien entendu, avec un coût autonomique des risques professionnels ATMP et une perturbation, de l'organisation, l'absentéisme. Alors, je me focalise souvent sur 2 risques, quelque part, qui sont présents souvent dans les entreprises, qui sont le risque routier, qui est la première cause d'accident mortel du travail, et la deuxième, les troubles musculo-squelettiques, en particulier le tableau 57 qu'on appelle de maladies professionnelles, qui sont les affections périarticulaires. Si je fais un résumé des deux, première cause d'accident mortel du travail, risque routier. Quel est le risque qui est rarement traité dans les entreprises? Le risque routier. Si je fais la résultante de l'analyse des troubles musculo-squelettiques sur le tableau 97, je me rends compte que finalement, certains, par méconnaissance, auront comme seul objectif de former les salariés à la prévention des risques liés à l'activité physique, alors que c'est très bien de former les salariés. Mais est-ce qu'ils ont du matériel à disposition? Ce matériel est-il utilisé? Pourquoi n'est-il pas utilisé? Et c'est ce sur lequel le document unique doit vraiment se focaliser.
Et ensuite, ne pas oublier qu'il y a une responsabilité de l'employeur. Pour les chefs d'entreprise, souvent on m'en fait part. C'est vrai que le chef d'entreprise a obligation de sécurité de résultat. Et on dit que ça a un caractère faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel est exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires. Alors, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que ce document unique, c'est de la prévention, mais c'est le premier document qu'on va vous demander en cas de contrôle. La première chose qu'on va vous demander en cas de contrôle ou en cas d'accident grave, ce serait justement un gros problème, c'est le document unique. Et quand on est face à cette réglementation, trouver des intérêts sur la prévention des risques, dire ce qu'on fait pour la prévention des risques et pas avoir de document unique, ça commence mal. Concernant la responsabilité pénale du document unique, elle est encore en place. Ça veut dire qu'un document unique non fait, ça peut aller d'une amende de 1 500 jusqu'à 3 000 € en cas de récidive. Et une violation de l'obligation de mise à disposition du DU, ça veut dire je ne mets pas, c'est le délit d'entrave si c'est inspection du travail et délit d'obstacle si c'est je ne mets pas à disposition des salariés ce document unique. Alors, cette nouvelle réglementation, je vous en reparlerai encore tout à l'heure, c'est justement pour éviter cet aspect et d'intégrer les salariés dans la démarche pour qu'ils soient à la fois acteurs et bénéficiaires. C'est-à-dire que souvent, les idées elles viennent aussi des salariés pour améliorer les conditions de travail. Donc, on va les intégrer dans la démarche. L'obligation faite à tous les employeurs dès le premier salarié, ça c'était à la base de la réglementation, c'est encore en place, on le verra, et fait par l'employeur, c'est sous sa responsabilité. On peut le confier à un salarié, s'adjoindre des collaborateurs, CSE, délégués du personnel, service de santé au travail, mais sa responsabilité est maintenue. Je vous ai dit, la réglementation, elle est assez cartésienne, et regardez encore un flou juridique, et pour cause, pas de modèle type. Ça veut dire que, je dis et pour cause, on ne peut pas utiliser le même modèle pour un couvreur que pour une coiffeuse, parce que bien sûr, les risques sont différents. Mais malgré tout, on dit au chef d'entreprise, vous devez faire le document unique, peu importe la manière que vous utilisez et le support que vous utilisez pour bâtir ce DU, mais il faut qu'il soit d'un aspect hyper restrictif au niveau des risques et de mettre en place des solutions pour y remédier. Dans les grandes entreprises, on dit un document unique par établissement. Ça veut dire que une grande enseigne, par exemple, de grande distribution, il aura un document unique par site. Ensuite, consultable par les membres appartenant à l'entreprise, membres de CSE, on verra l'évolution de la réglementation, les délégués du personnel et les salariés exposés au risque, si absence de CSE ou délégués du personnel, bien entendu, et extérieur à l'entreprise, médecins du travail, à part dans les grosses structures ou des structures d'État, je pense à conseil départemental qui ont des médecins internes, ils ont accès bien entendu, inspection du travail, agents de service de prévention, c'est les contrôleurs CARSAT par exemple, et organismes professionnels, conditions de travail, branche à haut risque, c'est par exemple l'OPP-BTP pour les entreprises du bâtiment et travaux publics en particulier, qui là aussi, dans les mêmes missions que le service de santé, vont aider les entreprises du bâtiment et travaux publics à faire leurs documents uniques sur leur site, etc. C'est assez bien cadré. C'est d'ailleurs une bonne aide à l'évaluation des risques dans cette branche d'activité. Donc, le document unique, à quoi ça va servir? D'abord, définir des actions de prévention. Il faut vraiment cadrer ça et vraiment définir ces actions, avec des mises en œuvre effectives de mesures de prévention, et une actualisation pour prendre en compte les éventuelles modifications de la situation de travail. Je différencie bien poste de travail et situation de travail. Pourquoi? Poste de travail, tous les aspects, j'ai envie de dire, techniques, et la situation de travail englobe tous les aspects relationnels, organisationnels, intrinsèques à la tâche, qui fait qu'on doit vraiment penser à intégrer aussi ce qu'on appelle les risques à caractère psychosociaux dans le document unique. Une mise à jour, on verra, annuelle au minima, ou ponctuelle, selon les tailles d'entreprise aussi, selon l'aménagement de l'entreprise, la cadence, changement de production ou l'apparition de nouveaux risques. Un des meilleurs exemples, c'est 2019, lorsque la Covid est apparue en France, entre autres. On a demandé aux entreprises d'intégrer leur plan de prévention dans le document unique de manière spécifique avec le risque biologique pour dire quels étaient leurs plans de prévention pour éviter d'exposer les salariés à ces risques. C'est donc une mise à jour ponctuelle qui devait être intégrée dans le document unique. Concernant l'organisation à mettre en place, une personne ou un groupe chargé de conduire la démarche, j'en profite pour parler du référent santé-sécurité. Les entreprises ne doivent pas oublier qu'il doit y avoir un référent santé-sécurité, théoriquement dans toutes les entreprises, qui doit être là pour servir de relais entre le chef d'entreprise et ses collègues salariés.
aucune responsabilité du référent santé-sécurité, mais il peut aider justement à bâtir le document unique avec le chef d'entreprise également. Un outil d'évaluation de mise en œuvre adapté à l'entreprise, définir aussi des unités de travail. Alors là, c'est hyper important parce que cette notion d'unité de travail permettra justement de faire une liste la plus exhaustive possible d'exposition des salariés aux risques professionnels en fonction de leur activité. Et ça, la définition des unités de travail est vraiment importante. Un accompagnement ou une formation éventuellement nécessaire et une communication au sein de l'entreprise. On verra ces aspects-là, en particulier avec cette nouvelle réglementation du 2 août 2021 concernant la loi santé-travail. La démarche pluridisciplinaire avec l'appui des services de prévention de santé-travail. Donc, les notions d'unité de travail avec cette circulaire qui existe depuis 2002, il ne faut pas oublier aussi, la situation de travail dans laquelle un ou des salariés sont exposés à un même danger, un ensemble homogène de situations d'exposition à des dangers, poste de travail ou atelier, je vais y revenir, et c'est eux qui définissent quelle est la meilleure méthode pour n'occulter aucun risque. Je vous donne un exemple. Une menuiserie par exemple, vous aurez des salariés qui sont dans l'atelier, soit comme unité de travail, on va prendre l'atelier, l'administratif et puis pourquoi pas le chantier avec la mise en place des fenêtres s'il fabrique des fenêtres, ou alors on prendra dans l'atelier par machine, dégauchisseuses, raboteuses, scie à ruban, et on va délimiter et définir quels sont les risques liés à ces postes de travail ou à ces machines. C'est déjà parfois dans les structures un petit peu difficile d'utiliser la méthode qui sera la plus à même adaptée pour essayer d'être le plus exhaustif possible. Voilà. Je peux t'arrêter 2 secondes? Bien sûr. On a une question. Obligation d'un référent santé-sécurité, quel que soit le nombre de salariés, point d'interrogation. Absolument. Alors ça, c'est dans la réglementation. Dans le Code du travail, n'est pas déterminé le nombre de salariés à partir desquels il doit y avoir un référent santé-sécurité. Alors, j'ai tendance à dire, une entreprise avec 2 salariés, je ne dis pas que le chef d'entreprise dans une grosse structure n'est pas proche de ses salariés, je ne dis pas ça. Mais j'ai tendance à croire que, par exemple, dans de l'artisanat, le chef d'entreprise est vraiment au plus proche de ses salariés pour à la fois voir quels sont les risques auxquels ils sont exposés, parce qu'il est à la fois lui exposé. La nécessité, je dirais, quand on a un salarié ou 2 salariés, de former quelqu'un référent santé-sécurité est un peu moins nécessaire que dans une entreprise de 10 ou 20 ou 30 salariés, parce qu'on s'est rendu compte que c'est justement sur ces moyennes entreprises où il y avait des accidents et où quelque part le chef d'entreprise, malheureusement, n'avait pas notion de certaines expositions de ses salariés. Mais dans le Code du travail, il n'y a pas de seuil à partir duquel on doit former ces référents santé-sécurité. Je vous signale au passage que via votre service de santé, vous avez accès à quelque part un centre de formation régional, STL, qui forme des référents santé-sécurité. Vous faites appel à votre service de santé, on vous guidera vers STL, il n'y a aucun souci. Alors la formation référent santé-sécurité de mémoire est une formation équivalente en nombre de jours aux formations CSE, c'est 5 jours pour les salariés. Autre question, le référent santé-sécurité doit être obligatoirement le CSE, point d'interrogation. Non, pas forcément. Quand il y a un CSE, je conseille que ce soit une personne du CSE, puisque les salariés CSE sont censés être les représentants de leurs collègues. Donc, je ne suis pas le seul, à privilégier quelqu'un du CSE qui a déjà cette fibre de prévention, puisque vous le savez, là aussi, les membres du CSE sont formés sur la prévention des risques, puisque l'objectif du CSE, c'est bien sûr mettre en place tout ce que toutes les entreprises doivent avoir au niveau social, mais aussi au niveau, et c'est là leur objectif, prévention. Donc, quelqu'un du CSE, ça peut être intéressant, bien entendu. Oui. Autre question, peut-on considérer un travail en présentiel et celui en distanciel comme 2 unités de travail distinctes? Oui. Une unité de travail qui est apparue depuis la Covid, c'est le télétravail. Et le télétravail, lorsqu'il est mis en place dans les entreprises, doit aussi quelque part être une unité de travail et dire de quelle manière le chef d'entreprise préserve la santé des salariés chez eux. Alors, j'imagine certains chefs d'entreprise qui m'entendent dire ça. Faut quand même savoir que dans le Code du travail, on demande au chef d'entreprise de mettre en place la prévention au domicile des salariés pour qu'ils puissent pratiquer son activité professionnelle. Je pense à l'informatique, mais je pense jusqu'au poste de travail. Il ne faut pas oublier, pour préserver sa santé, oui, absolument. Il y a encore une question. Le référent santé-sécurité et l'acteur PRAP sont 2 statuts différents, on est d'accord? On est d'accord, absolument. L'acteur PRAP,
faut pas oublier que le salarié formé PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique, est une personne, en fait, il y a deux types de PRAP, ce qu'on appelle le PRAP IBC, pardon, industrie, bâtiment, commerce, et sanitaire et social. C'est une personne qui a reçu une formation pour diffuser à ses collègues les bons gestes, quelque part. C'est la suite du geste et posture avec une recherche en amont des solutions qu'on peut mettre en place. Je ne veux pas dénigrer le geste et posture, mais souvent le geste et posture, c'était vraiment, j'extrapole, plier les jambes pour lever une charge. La formation PRAP va beaucoup plus loin dans la démarche pour dire qu'est-ce qu'il y a comme matériel, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de travail, pour faire réfléchir aussi les salariés sur la démarche à mettre en place dans l'entreprise pour leurs conditions de travail. Donc, ça peut être la même personne, ça peut être une autre, mais c'est deux formations totalement différentes, en effet. On peut poursuivre? Il n'y a plus de questions? Vous n'hésitez pas, s'il y a des questions, on continue comme ça. On continue comme ça. Ah, voilà. Formatrice en SST, est-il logique que je devienne référent? Il n'y a pas de logique, mais ça peut être intéressant également, puisque vous le savez, en formation SST, on leur apprend les principes généraux de prévention. Il y a une grosse base sur la formation SST qui est aussi sur la prévention des risques. Donc, il n'y a pas de logique, mais pourquoi pas? Ça peut être intéressant, en effet. Ça peut être intéressant. On voit des personnes formées SST qui deviennent référents santé-sécurité. Voilà, ça peut être intéressant également. Il n'y a pas d'obligation en soi. Hein. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées avant le webinaire auxquelles je répondrai aussi, il ne faut pas oublier. Donc, a priori, je pense qu'on va pouvoir poursuivre. Alors, allons-y. Donc, notion danger et risque, justement, je vous parlais des formations des salariés danger et risque. Je vais vous donner un exemple vraiment basique. C'est que je vais dans des entreprises, des fois, pour bâtir, par exemple, une fiche d'entreprise, qui est le document que le service de santé doit bâtir pour aider les entreprises à bâtir leur document unique. Et quand je vais faire la fiche d'entreprise dans les entreprises, le chef d'entreprise me reçoit, il me dit, vous tombez bien, regardez, j'ai un document pour bâtir mon document unique, première colonne danger, deuxième colonne risque, on aborde déjà un sujet de sémantique. Et je vois malheureusement des sujets qui apparaissent dans des risques qui sont dans des dangers. Je vais vous donner un exemple, c'est de la sémantique, mais souvent on dit le risque bruit. Et quelque part, le bruit, c'est un danger. C'est l'exposition au bruit qui engendre un risque. C'est l'exposition à un danger qui engendre un risque. Alors, ce n'est pas très grave en soi, mais je vois parfois des documents uniques où, quand à la base, on se trompe sur la sémantique, on arrive au bout, on ne sait plus qu'en mettre dans les actions de prévention et comment aborder le sujet avec la cotation, etc. Donc, c'est déjà avoir des notions sur ce sujet pour faire en sorte à ce que ce document soit rempli correctement pour aboutir, là encore, à des solutions adaptées à l'exposition. Donc, danger-risque, degré d'exposition, durée, fréquence, ça c'est intéressant aussi. On prend le risque chimique par exemple. Si vous me dites j'expose mon salarié à un cancérogène, des fois le chef d'entreprise ne le sait même pas. Donc c'est notre rôle, service de santé, de dire attention, vous exposez votre salarié à un cancérogène, est-ce qu'il y a une substitution? Donc ça veut dire que déjà on va engager la prévention et vous voyez on est sur des degrés d'exposition qui font que pour un cancérogène, il n'y a pas de seuil. Moi je dois dire au chef d'entreprise, dès l'instant où vous exposez quelqu'un à un cancérogène, il n'y a pas vraiment de seuil à partir desquels il y a un risque. Il y a un risque dès qu'on est exposé. À partir de quand quelqu'un qui fume une cigarette ou 20 cigarettes peut avoir malheureusement un cancer des poumons, je ne suis pas capable de vous dire. Pour le code du travail, quelque part, l'exposition des salariés, c'est pareil. Donc la première chose à faire pour, par exemple, déterminer ce que je vous ai mis ici, le risque chimique, on va dire la première chose à faire, c'est la protection intégrée. Substituer. Est-ce que je peux remplacer ce produit par un produit qui est moins dangereux? Je peux, tant mieux, je le fais. Je ne peux pas, protection collective. Je mets en place des aspirations à la source, etc. Je ne peux pas, protection individuelle. Et ça aussi, c'est de la prévention. C'est quelque part les 9 principes généraux de prévention où on aboutit uniquement à la fin à la protection individuelle. Et ça, c'est hyper important. Parce que la première chose, et c'est humain, qu'on va mettre en place dans les entreprises pour l'exposition, c'est souvent, quand je dis à un chef d'entreprise, vos salariés sont au risque chimique, eh bien, on va mettre un masque. Il est au bruit, on va mettre un casque. C'est très basique ce que je vous dis. Mais malheureusement, on ne pense pas assez souvent à la protection collective avant la protection individuelle. Et c'est notre rôle de vous indiquer qu'est-ce qu'on peut faire avant. Voilà. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses avant, mais faut-il seulement avoir ces notions. Donc, le mode d'exposition et la gravité des effets potentiels. Je vous ai malheureusement parlé des cancérogènes, mais aussi malheureusement pour les risques psychosociaux qui aujourd'hui sont d'actualité. Et avant aussi.
la loi santé-travail renforce l'obligation de transcription de mise à jour du document unique. Alors, cette loi santé-travail, avec un décret de mars 2022, avec une entrée en vigueur de mars 2022 également, il ne faut pas oublier que cette loi santé-travail, il y a des règles d'élaboration, de mise à jour, de conservation, de mise à disposition et des modalités de prise en charge de la formation en matière de santé, sécurité, conditions de travail et aussi CSE. Alors, je voudrais quand même évoquer quelque chose parce que cette loi, c'est quand même un renforcement sur le rôle du document unique et du CSE. Et le chef d'entreprise, il doit présenter les actions. Vous savez que avant, pour les entreprises de plus de 300 salariés, le chef d'entreprise devait présenter un plan d'action. Eh bien, ce plan d'action, on va voir, doit être maintenant en place pour les entreprises de plus de 50 salariés. C'est ce qu'on appelle donc, c'est une contribution pour les plus de 50 salariés du CSE, contribution du CSE pour les plus de 50 à la mise en place du document unique. Et ça, c'est ce qu'on appelle le PAPRI Pacte. C'est-à-dire que pour les plus de 50 salariés, le chef d'entreprise doit, avec eux, bâtir un plan de prévention. Alors, ces plans de prévention avec des actions de conditions d'exécution, le coût et les ressources et le calendrier, on doit mettre les actions. C'est ce qui existait avant avec un calendrier parfois pluriannuel pour toutes les entreprises. Aujourd'hui, avec ce PAPRI Pacte, ça doit être mis en place pour les entreprises de plus de 50 avec le CSE. Okay. Alors, concernant ce document unique, il y a une conservation d'abord, et ça c'est important, qui doit être transmis au service de prévention de santé au travail dans son ensemble lors de chaque mise à jour, ok, mais assurer la traçabilité des risques auxquels les salariés sont exposés, mais ça c'est nouveau. Une conservation obligatoire pour le document unique et ses mises à jour successives pendant une durée d'au moins 40 ans. Et là, l'entreprise est en train de se dire, mais moi j'ai une version papier, dans 40 ans, où est-ce qu'elle sera ma version papier? Et j'entends ça, et la réglementation, maintenant, va obliger les entreprises, concernant la mise à jour du document unique, de mettre à disposition sur un portail numérique qu'on verra, qui permettra aux entreprises de conserver leurs documents uniques et de le mettre à disposition des instances. Alors, assurer l'accès aux documents uniques, l'employeur devra permettre l'accès aux travailleurs et anciens travailleurs de la société, mais également à toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès. Si je résume cette phrase, ça veut dire que le salarié et ancien salarié a accès à ce document unique. Et là, je vais vous donner un exemple flagrant. Pourquoi cette réglementation a été mise en place? C'est en particulier, par exemple, pour l'amiante. Parce qu'on s'est rendu compte que pour une période de latence de 30, 35, voire 40 ans, des salariés, lorsqu'on leur demandait où est-ce qu'ils avaient travaillé, ils n'étaient pas capables forcément de nous dire leur exposition à l'amiante. Et on ne pouvait avoir l'exposition à l'amiante de ces salariés que dans leurs dossiers médicaux. Dossiers médicaux pour des salariés qui avaient depuis 40 ou 45 ans changé d'entreprise, qui changeaient de département, etc. On avait du mal à rassembler tous ces éléments. Aujourd'hui, ces éléments existeront. Donc, ce qu'on met en place aujourd'hui, il ne faut pas oublier, c'est pour la préservation de la santé pour demain. Donc, ça veut dire que tout ce qui va nous servir, nous, ce qu'on appelle aujourd'hui le curriculum laboris, c'est à nous de le faire, ça, pour la santé des salariés, avec l'intégration des infirmières, leurs dossiers médicaux, le médecin du travail. On aura, nous, des éléments médicaux. Mais il va falloir que le chef d'entreprise dise « j'expose aujourd'hui mon salarié à tel produit, à telle substance, à tel risque ». Et ce salarié, vous verrez, aura accès, donc on le dit 40 ans après, à son dossier médical. Évaluer les effets combinés de l'ensemble des agents chimiques dangereux en cas d'exposition successive ou simultanée à plusieurs agents chimiques. Vous le savez, des salariés sont exposés à des produits chimiques qui auront, je le redis, un effet plusieurs années. Il ne faut pas oublier aussi, avec les ayants droit, des effets pour certains risques chimiques sur les enfants ou les petits-enfants. Intégrer dans le DU des éléments concernant la qualité et la condition de vie au travail, ce qu'on appelle la QVT, qualité, vie, conditions de travail. Donc, dans ce document unique, le chef d'entreprise doit dire tout ce qu'il a mis en place pour faire en sorte à ce que le salarié travaille dans de bonnes conditions. Une question. Alors, quand nous n'avons pas de locaux spécifiques, est-ce que le DUERP peut être mis en place sur un drive en ligne? Pourquoi pas? Faut qu'il soit. Alors, il faut être sûr que les salariés aient accès à cet aspect informatique. Il peut être mis à disposition. Alors, il n'est marqué nulle part que ce document unique doit être affiché. Il doit être mis à la disposition des salariés. Ça peut être dématérialisé, mais il faut que les salariés y aient accès sans difficulté.
Voilà. Ce n'est pas comme l'affichage obligatoire en entreprise qui, là, pour le coup, doit être affiché, placardé sur un mur. Pas le document unique, mais il doit être à la disposition des salariés. Alors, j'ai envie de vous dire, à la disposition des salariés, et on le voit dans la nouvelle réglementation, intégrer les salariés dans la démarche. Donc, à la fois à disposition, mais à la fois leur demander quels sont vos risques, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y remédier. Ils sont acteurs et bénéficiaires, je réitère. Autre question, est-ce applicable aussi au burn-out d'un salarié suite à son emploi? Alors, excusez-moi, il y a plusieurs questions qui arrivent en même temps. Est-ce applicable au burn-out d'un salarié suite à son emploi antérieur durant le Covid? Ah, alors vous êtes sur une notion burn-out, ça veut dire quelque part pathologie. Est-ce que le burn-out est lié au travail ou pas? L'objectif sera de savoir, sera de savoir à quoi le salarié a-t-il été exposé et est-ce que cette exposition est source de pathologie. Alors j'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Vous me dites burn-out, je peux vous dire, je vous ai dit malheureusement cancer, mais le document unique servira aussi, et son objectif, je le redis, c'est pas de dire c'est à cause de ça, mais de dire qu'est-ce qu'on va faire pour éviter ce burn-out. C'est là son premier objectif. Mais c'est un document qui peut servir aussi à définir à quoi sont exposés les salariés, bien entendu. Oui. Ouais. Donc, on passe à la deuxième question et monsieur ou madame Moura, je vous invite à nous dire par le chat si la réponse que Thierry vient de vous apporter est complète. Donc, l'autre question, nous réalisons beaucoup d'investissements et d'actions en vue de la qualité de vie et des conditions de travail. Il faut lister le tout et le mettre en annexe ou doit-on l'intégrer autrement? Non. Ce que vous dites, vous faites beaucoup d'actions pour la qualité de vie au travail, ça apparaît forcément soit dans les risques à caractère psychosociaux, ça veut dire que c'est dans votre plan d'action, ça. Alors après, que vous définissiez quelque part en annexe le listing de tout ce que vous avez fait, mais je pense que faites-le apparaître dans votre plan d'action, vraiment. Dans votre plan d'action, avec, s'il y a votre plan d'action déterminé une période limite de mise en place de ce plan d'action, et l'année suivante, lors de la mise à jour, dire ça a été mis en place, etc. Ça faut que ça fasse partie du plan d'action. Alors, réponse, on le fait passer en CSE. Parfait. Vous le faites passer en CSE, et avec le CSE, justement, représentant des salariés et le chef d'entreprise, qu'il faut oublier le président du CSE et le garant de la santé des salariés, vous notez dans le document unique, j'interviens régulièrement dans des CSE pour justement expliquer cet aspect et dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de travail des salariés. On le met dans le plan d'action et voir cet aspect, si ça a été mis en place après, lors de la mise à jour, si ça a été efficace et pertinent et si on a pu soustraire les salariés au risque. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Parfait. Donc, pour compléter ce que je vous dis, nouvelle réglementation. Alors, attention, je vais vraiment essayer de bien me faire comprendre. Désormais, seules les entreprises de 11 salariés et plus doivent effectuer une mise à jour annuelle du document unique. Donc, ça veut dire que pour les entreprises de 11, il y a forcément une mise à jour annuelle. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'en faut pas, c'est ce que je précise après, pour les entreprises de moins de 11. En particulier, pour les entreprises de moins de 11, la mise à jour doit tout de même être faite lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail ou lorsqu'une information supplémentaire intéressante sur l'évaluation des risques est portée à la connaissance de l'employeur. Je vais revenir sur la Covid. Si aujourd'hui, la Covid n'existe plus, vous avez remarqué, si aujourd'hui la Covid devait revenir comme en 2019, prions, les entreprises de moins de 11 devraient intégrer dans leur document unique qu'est-ce qu'ils vont faire pour éviter l'exposition des salariés à cette Covid. Voilà. Donc, ça veut dire que les plus de 11, forcément mise à jour annuelle. Les moins de 11, pas obligatoirement annuelle, mais lorsqu'il y a un aménagement important modifiant les conditions de travail et prix, on met une mise à jour pour dire ce qu'on a fait pour éviter l'exposition des salariés. D'accord? Alors, j'espère que je me suis bien fait comprendre sur ce sujet. C'est intéressant. Je vous donne un exemple. Risque électrique. Une entreprise de moins de 11 fait sa vérification électrique par un organisme agréé, c'est pour moi une condition et une décision importante d'amélioration des conditions de travail. Donc, elle rajoute dans son document unique qu'elle répond à la norme qu'on appelle la norme Q18 de vérification électrique, et on le rajoute dans le document unique. Voilà, ce document doit vivre. C'est vraiment ce que je veux faire ressortir, c'est que je vois trop souvent des entreprises qui l'ont dans un tiroir et qui le dépoussièrent lorsque je le demande.
et je leur dis, vous n'avez pas bien compris l'objectif du document unique. C'est vraiment, il faut que ce soit quelque chose de redondant pour faire en sorte à améliorer les conditions de travail. Et je suis sûr que vous le faites. Et pour les petites entreprises en particulier, je leur dis, mais vous faites tellement de choses pour préserver la santé de vos salariés, parce que c'est la santé de votre entreprise, la santé des salariés. Vous faites tellement de choses, mais écrivez-le. On va l'écrire ensemble et on va acter tout ce que vous faites dans ce document. Ça, c'est important. Alors, avant de passer à la diapo suivante, CSE obligatoire pour plus de 11 salariés, mais est-ce 11 salariés ETP équivalent temps plein? Oui, c'est 11 salariés dans la structure, pas forcément équivalent temps plein. Autre question, idem pour la mise à jour annuelle ou non du DER, 11 salariés équivalent temps plein. 11 salariés dans l'entreprise, pas forcément équivalent temps plein. Ce sont des salariés. Alors, j'entends par salarié, n'oubliez pas, apprenti. Apprenti est un salarié. Donc, ça veut dire qu'une entreprise prend un apprenti dans sa structure, 1 ou 12, ça change la donne. Voilà, c'est un salarié à part entière. OK? Pour aller sur la diapo suivante, je reviendrai sur ce fameux plan de prévention que j'ai mentionné. N'oubliez pas, je vous dis, pour ce pacte qu'on appelle alors programme annuel de prévention des risques professionnels, amélioration des conditions de travail, pour les entreprises de plus de 50, ce programme annuel doit être bâti avec le CSE. C'est important pour les plus de 50. Autre question, 11 salariés et comment ça se passe dans le cas des intermittents du spectacle? Alors, intermittent du spectacle, si à un moment la structure a 11 salariés en même temps, il s'agit de savoir si un CSE est présent ou pas. Est-ce que c'est 11 salariés en même temps ou pas? C'est surtout ça le problème, parce que les intermittents de spectacle ont des interventions qui sont dépendantes des spectacles par définition. Donc, il y a une explication. Nous embauchons plus de 11 salariés par an, mais quelquefois juste quelques jours. Et c'est là le problème. Donc, je vous conseille, alors il n'y a pas de CSE en place, mais je vous conseille de mettre en place le plan de prévention, d'intégrer les salariés dans la démarche et de mettre dans votre document unique, quelque part, un programme annuel de prévention, surtout que les intermittents de spectacle sont soumis à des risques parfois très, très importants. Ils connaissent assez bien leur travail, mais s'exposent à des risques. Je pense par exemple aux intermittents de spectacle qui vont de temps en temps monter des échafaudages pour certains spectacles. Est-ce qu'ils ont reçu une formation échafaudage? Est-ce que ceux qui interviennent en présence d'une personne qui a reçu une formation échafaudage, est-ce qu'ils ont une habilitation électrique, etc. Et je pense à ce secteur d'activité parce que c'est quand même des cibles au niveau des risques professionnels, il y a pas mal d'accidents. Voilà. Risque routier, entre autres, aussi également, me signale ma collègue et elle a raison. Alors, si je continue, si vous le permettez, donc, dématérialisation, nous y voilà. Le document unique et ses mises à jour devront être déposés sur un portail numérique. Alors là, j'ai une phrase facile. En fait, ce portail numérique, pour résumer, pour les entreprises de plus de 150 salariés, elles devront déposer leur document unique sur un portail numérique à partir du 1er juillet 2023. C'est demain, 1er juillet 2023. Et pour les entreprises de moins de 150 salariés, à partir du 1er juillet 2024. Le problème qui se pose aujourd'hui, et je sens que les questions vont fuser, c'est comment j'accède à ce portail numérique, qui va le faire, et est-ce qu'il existe aujourd'hui? Alors la réponse va être simple. Le portail aujourd'hui n'existe pas. C'est les branches professionnelles qui vont bâtir ces portails numériques, et pour l'instant, rien n'est en place pour les entreprises de plus de 150 pour le 1er juillet. J'ose espérer que ce sera en place à partir du 1er juillet, mais sachez qu'aujourd'hui, pour l'instant, ce portail numérique n'existe pas. Voilà, ça c'est important. Donc, à noter, l'obligation de dématérialisation, je réitère, sera mise en place progressivement en fonction de l'effectif de l'entreprise. 1er juillet 2023 pour les entreprises supérieures à 150 salariés et dès 2024 pour les entreprises de moins de 150. Donc, ça veut dire que théoriquement, 1er juillet 2024, toutes les entreprises mettront ce document sur un portail numérique. Le portail devra garantir la confidentialité des informations contenues, proposer une procédure d'accès sécurisée, réservée aux personnes autorisées à consulter le document, et rester accessible pour les salariés ayant quitté l'entreprise plus les ayants droit. Donc, il y aura des codes d'accès. Ce que je vous dis, c'est théorique. J'attends encore des codes d'accès pour pouvoir accéder à ce document et permettre à
parce que tout le monde ne puisse pas forcément accéder aux documents uniques des entreprises. Ça ne regarde personne, à part les ayants droit, les salariés et les organismes à qui ce document unique doit être mis à disposition. Donc, dans les questions, nous avons un complément d'information sur les règles de calcul de 11 salariés. Les règles de calcul de 11 salariés ne sont pas si simples. Les règles sont précisées dans certains codes, code du travail notamment. Certaines populations en sont exclues. Des proratisations existent également. C'est vrai. Alors, il y a des secteurs d'activité, je pense à l'hôtellerie, entre autres, justement, comme pour les horaires de travail, etc. Le travail saisonnier, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que ce que je vous ai résumé. Mais quoi qu'il en soit, si à un moment 11 salariés sont présents dans la structure, je vous conseille, puisqu'il y aura le document unique obligatoire, de bâtir votre plan d'action et de dire ce que vous allez faire pour y remédier. Voilà, c'est ce sur quoi je voulais vraiment aller. Si je peux me permettre d'intervenir. Je vous en prie, monsieur. Pierre Treillard, DRH de la société Télis. C'est moi qui ai commenté sur le fil de discussion. Je vous en prie. Et effectivement, ces règles de calcul de 11 sont pas si simples et ça dépend des codes, code de la sécurité sociale, code du travail. Et ça dépend de ce qui est concerné. Que ce soit prélèvement URSSAF, que ce soit des règles relatives à la santé, sécurité, conditions de travail, que ce soit des règles relatives à la mise en place d'un CSE. Et pour ça, c'est des règles qui sont effectivement préalablement définies, législativement ou réglementairement définies. Et effectivement, il faut, en fonction de son secteur d'activité, en fonction des lois et des règles applicables, bien se renseigner pour savoir si on doit mettre en place des procédures au sein de sa société. Alors, on ne vous entend pas, le son est coupé. Le son est toujours coupé. Votre micro qui est coupé. Vous m'entendez mieux? Oui, c'est mieux. Oui, ça s'est coupé, absolument touché à rien. Ouais. Ce que je voulais dire, c'était ma référence à moi, c'est code du travail, comprenez, hein? Mais vous avez raison, certaines entreprises ont aussi des codes spécifiques et il faut y faire vraiment attention, vous avez raison. Oui, absolument. Donc, le CSE, Commission Santé Travail, Sécurité, Conditions de Travail, s'ils sont présents dans l'entreprise, ça c'est l'accès au document unique. Le CSE devra ainsi être consulté sur le document unique des risques professionnels et sur toutes ces mises à jour. Et les salariés compétents, je vous l'ai dit en introduction, référent santé-sécurité en matière de santé-sécurité, s'ils ont été désignés. Le service prévention, c'est nous auquel l'employeur adhère, et les organismes extérieurs, CARSAT, INRS, ANACT, mais aussi les intervenants en prévention des risques professionnels enregistrés auprès des DRETS. Direction du travail, DRETS. Hein. Voilà. Alors, je voudrais préciser aussi que les entreprises peuvent se faire aider, le faire en interne, peuvent se faire aider par le service de santé. Ça, c'est acté, j'espère, dans la tête des gens, puisqu'on en parlera après, et c'est mentionné dorénavant dans le Code du travail, mais aussi par des IPRP enregistrés auprès des DRETS sans problème. Hein. Il y a des personnes privées qui peuvent aider les entreprises à le faire, sans oublier que l'employeur reste et demeure le responsable de ce qui est mentionné sur le document unique. Hein, j'insiste. Toute entreprise ayant au moins un salarié doit élaborer le DU présentant les résultats de l'évaluation des risques, vous avez compris. Il n'existe ni registre officiel, ni modèle de document unique dans le Code du travail, hein, je précise. Hein. Il y a un tableau qui explique ce qu'il doit y avoir éventuellement dedans, c'est-à-dire identification, hiérarchisation et plan d'action, mais c'est l'employeur qui détermine selon son activité et ses pratiques la forme la plus adaptée. Le document doit ensuite être actualisé régulièrement et plus particulièrement à chaque fois que les conditions de travail ou les informations dont dispose l'entreprise sur les risques professionnels concernant les salariés l'exigent. Et ce qui ne change pas, en gros, sur la diapo suivante, pour la réalisation du DU, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service de santé qui vous accompagnera dans les marches. Ce que je veux dire, c'est que nous, depuis 2001, on aide les entreprises à le faire. Vous pouvez continuer à nous solliciter
et on n'hésitera pas à venir vous aider dans le domaine pour faire en sorte à ce que vraiment vous compreniez, et j'espère que ça a été le cas pour mon petit passage, le sens du document unique. Son objectif, savoir à quoi il sert, et puis intégrer les salariés dans la démarche. Souvent, les idées viennent des salariés. Le chef d'entreprise a conscience, parce qu'il est bien dans l'entreprise aussi, et il sait parfois qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de travail, mais intégrer les salariés dans la démarche, c'est quand même indispensable à mon avis. Voilà. Alors, peut-être des questions arrivent maintenant. Avez-vous des trames? Alors, des trames type, on en a. Il y en a partout. Distribuer comme ça, non, ce serait trop simple. Ce qui est intéressant surtout, c'est cette notion d'identification des risques et puis cette notion de hiérarchisation avec la probabilité et la gravité. Mais des trames, on en utilise, nous, en service de santé. Je n'ai pas la prétention de dire qu'elles sont idéales. Elles sont assez adaptées selon le type d'entreprise. Et il en existe aussi, n'oubliez pas, si vous dépendez de syndicats professionnels. C'est-à-dire que par exemple, le syndicat des boulangers a fait une trame qui est vraiment adaptée à sa structure. Le syndicat des mécaniques automobiles, syndicat de la coiffure a aussi aidé ses adhérents. Il y a des trames qui existent, qui ont été faites par des professionnels, qui sont vraiment redoutables d'efficacité et adaptées aux structures. Et j'insiste aussi là-dessus parce que beaucoup de trames existent. On veut parfois créer quelque chose qui existe déjà et n'hésitez pas à vous rapprocher si vous adhérez à un syndicat professionnel, de vous rapprocher de lui. J'ai parlé de l'OPP-BTP pour le BTP également. Sinon, vous contactez sans problème. Donc, complément de la question, notamment en ce qui concerne les changements. Alors, en ce qui concerne les changements, je n'ai pas trop compris, c'est-à-dire? Si vous voulez prendre la parole pour expliquer votre question, si c'est possible, ou nous la détailler dans le chat. Parce que ouais, le changement. Le changement, c'est maintenant. Mais depuis le temps, il y a beaucoup de choses qui ont évolué au niveau du document unique. Il reste encore, comment dirais-je, cette trame vraiment usuelle à déterminer. Je parlais notamment de ce qui concerne la QVCT. Ah, pas de nouvelle trame concernant la QVCT, mais des modalités d'exécution, c'est-à-dire créer des groupes de travail, oui, sur la qualité de vie au travail en particulier. Alors là, on est sur de la grosse structure. Pourquoi? Parce que j'ai envie de dire, je distingue vraiment deux structures différentes, c'est-à-dire la petite entreprise où il y aura une forme de paternalisme, de relation très proche entre le chef d'entreprise et ses salariés. C'est très bien, je trouve ça très très bien. Mais je dis aux chefs d'entreprise aussi, attention, n'oubliez pas que si un jour il y a un problème dans votre entreprise, ce paternalisme va disparaître. Donc ça veut dire que souvent quand on parle de QVT, dans les grosses structures, le chef d'entreprise a vraiment la sensation qu'il fait beaucoup de choses, bien ou pas, mais comment il va le matérialiser? Ce sera toujours au travers du même modèle de document unique avec le risque quelque part, comment on traite les risques à caractère psychosociaux, comment on traite l'organisation du travail, et via cette organisation du travail, on va traiter la QVT au travail. Voilà. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais ce n'est pas un modèle à part pour la QVT. On l'intègre dans le même modèle sous cette organisation du travail qui est différente, avec parfois une grosse structure qui est beaucoup plus carrée, avec des strates et des responsables. Voilà. Alors, je vais répondre à une question qui a été posée avant. Est-ce qu'on aura une attestation de présence au webinaire? Je vais poser la question auprès de notre administration, voir si c'est quelque chose qui se fait. Tout de suite, là, je ne peux pas vous répondre. Par contre, le webinaire est enregistré, donc le replay peut faire attestation comme quoi vous étiez présent. Donc, une autre question de Madame Perrier, Fédération Boulangerie. Lorsqu'une entreprise est reprise, le repreneur doit-il refaire un DERP ou bien peut-il conserver celui de l'ancien propriétaire? Bonjour Madame Perrier, que j'ai rencontré dans le cadre justement des rencontres avec les syndicats professionnels. Alors, il reprend une entreprise, les risques sont les mêmes pour les salariés, il conserve celui qui est existant, mais si lui a une appétence sur les risques professionnels plus développée que le précédent, et non seulement qu'il met en place des choses, mais qu'il a vu des choses qui étaient mises en place qui n'étaient pas mentionnées, il se doit de le mentionner dans le document unique, le nouveau document unique, en effet. Alors, s'il est en place l'année en cours
et je vous dis qu'il constate des choses ou qu'il met en place des choses, il le mentionne dans le document unique. Voilà. C'est cet aspect moins de 11 lorsqu'il y a une modification notable des conditions de travail. Donc oui, il le met à jour, mais surtout conserver les documents uniques précédents. C'est hyper important. Voilà, pour voir l'évolution de l'entreprise pour la préservation de la santé des salariés. Ça, c'est super important. D'où la plateforme qui a été créée d'ailleurs. Donc, une autre question de Madame Florence Lanizana. Si je comprends bien, l'intégration de la QVT dans le DERP est intégrée dans le plan d'action ou peut-on l'évoquer dans l'identification des risques? Identification des risques par l'organisation du travail. Qu'est-ce que je fais pour améliorer les conditions de travail de mes salariés? Enfin, où peut être le problème? En gros, je vais vous donner un exemple. Je suis commercial, je suis en contact avec le public. Que fait mon chef d'entreprise pour justement améliorer ce contact si je suis à une borne d'accueil sans être commercial, si je suis à une borne d'accueil que je reçois des gens qui peuvent être agressifs, est-ce que le salarié a été formé? Quelle est la démarche qui a été mise en place pour la préservation de la santé? C'est quelque part la préservation de la QVT aussi. Organisation du travail et plan d'action, qu'est-ce que j'ai fait pour y remédier? Oui, vous avez compris. On détermine le risque et qu'est-ce qu'on a mis en place pour améliorer les conditions de travail. Alors, il ne faut pas oublier que cette QVT, ça a été rajouté après, par exemple, il a été dit que cette QVT, qualité de vie au travail, devait être traitée de la même manière que les autres risques. Les risques à caractère psychosociaux doivent ressortir dans le document unique au même titre que les autres risques, que ce soit chimique, risque routier, électrique, etc. Il devra y avoir dans votre entreprise une partie, quelque part, comment je traite les risques à caractère professionnel. Voilà. Donc, je réponds un petit peu à tout le monde si la question revient. La présentation que vous fait Thierry vous sera envoyée dans un second temps avec un petit lien pour un questionnaire de satisfaction sur le webinaire. Donc oui, vous pourrez en disposer. Donc, autre question, que risque une structure qui n'aurait pas de DER d'un point de vue légal pénal? Alors, je vais différencier deux choses. Vous n'avez pas fait le document unique. L'inspecteur du travail passe chez vous. Il va vous faire alors d'abord ce qu'on appelle une forme d'avertissement, voilà, avec une lettre d'observation. Il vous dit, je vous demande de faire le DU. Vous ne le faites pas. Il va vous faire ce qu'on appelle une mise en demeure. Si à la mise en demeure, vous ne faites pas le document unique, ça peut aller jusqu'à 1 500 € d'amende. Ça, c'est une première chose. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vous ne faites pas le document unique, qu'il y a un accident grave dans votre structure, la première chose que va vous demander le juge, alors là, on est sur du pénal, il ne faut pas oublier, responsabilité de l'employeur, c'est le document unique. Ça veut dire que moi, je ne suis pas avocat, mais pour vous défendre, pour dire que vous faites de la prévention des risques, et si vous n'avez pas déjà de document unique, c'est mal barré, très franchement. Donc, je rappelle l'objectif du document unique. Prévention des risques, faire en sorte que nos salariés ne soient pas exposés à certains risques professionnels. Qu'est-ce que je fais pour y remédier? Mais au niveau pénal, ne pas avoir un document unique, ça peut avoir des circonstances aggravantes, en effet, pour le chef d'entreprise, ça c'est certain. Donc, nous avons un complément d'information par M. Pierre Triard qui nous dit bien souvent mise en demeure de l'inspection du travail, je pense que c'est ça, oui. Plus pénal pour le chef d'entreprise. Exactement. Ouais, il faut rappeler aussi que, et peu de personnes le savent, l'inspection du travail peut mener des auditions pénales et transmettre directement au procureur de la République qui après peut être amené à diligenter une enquête et après, du coup, on passe sur des auditions de police ou de gendarmerie. Et que pour reprendre ce que vous disiez à l'instant, il serait intéressant à ce qu'il y ait des observations ou des courriers d'observation ou en tout cas des courriers de conseil ou d'accompagnement de l'inspection du travail. Or, bien souvent, on s'aperçoit que on n'est pas du tout dans le conseil, et je le rappelle, l'inspection du travail, dans ses fonctions et dans son code de déontologie, c'est aussi de conseiller les salariés, mais aussi de conseiller l'employeur. Et bien souvent, entreprise, on se retrouve confronté à une inspection du travail qui est qui utilise de manière extrêmement fréquente des mises en demeure. Directement.
Oui, alors on n'est pas à l'abri de ça. J'ai aussi vu, alors je m'excuse de mettre un bémol, des inspecteurs du travail qui aussi conseillaient sur le document unique et arrivaient même à guider les entreprises jusqu'à nous. Donc c'est plutôt agréable quand c'est en ce sens. Mais vous avez raison, bien sûr, le document unique, je ne vais pas réitérer ce que j'ai dit, mais dans le cas où il n'est pas fait, ça peut engendrer pour le chef d'entreprise une situation plutôt défavorable, c'est certain. Oui, c'est certain. Se dire qu'on a fait de la prévention des risques alors que le premier document à avoir dans l'entreprise, c'est le document unique et on ne l'a pas fait, c'est vraiment difficile pour se défendre, j'en conviens. Sachant qu'en plus, le pénal est attaché à la personne physique, hein, et pas à la personne morale. Hein. Donc, c'est le chef d'entreprise ou s'il y a une délégation au sein de la structure envers le DRH, le DAF ou toute autre personne de la structure, mais le risque pénal est attaché sur la tête de la personne. Absolument, absolument. Alors la délégation de pouvoir, c'est encore un peu plus compliqué, mais absolument, c'est le chef d'entreprise qui est responsable, vous avez raison. Ouais, bien sûr. Donc, nous allons donner la parole à Yannick de Vagabond Prod. Je vais quand même lire votre question, Yannick. Nous sommes une jeune structure de production de spectacles et allons le faire cette année. C'est assez difficile dans notre milieu professionnel. Allons le faire. Nous vous laissons la parole, Yannick. Oui, bonjour, merci. C'est parce que je pose un petit peu plein de questions. Et la question, qu'est-ce qui peut nous arriver, nous, en tant que structure, si nous n'avons pas encore ce document? C'est parce que on veut faire les choses bien, mais dans notre milieu professionnel, il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc, je pense qu'on arrivera à faire ce document pour la fin de l'année. Donc, on en parle, hein, on fait des réunions. Donc, dans nos comptes rendus de réunion, on voit qu'on évoque le sujet, mais on n'a pas encore ce fameux document. Donc, j'imagine que si on a une inspection, un inspecteur du travail qui vient regarder comment ça se passe, on pourra justifier de notre bonne foi comme quoi on veut faire les choses. Mais j'ai posé plein de questions tout à l'heure. Nous, on a une salariée permanente, on doit avoir une vingtaine de salariés intermittents qui se relaient sur l'année, jamais les 11 en même temps. On en a qui habitent en Dordogne, d'autres en Corrèze, d'autres à Paris, d'autres à Bordeaux. Donc, on met des comités de pilotage en place et on essaye de faire ça en visio. On n'a pas de logo non plus où les gens peuvent se déplacer tout le temps. Enfin, vous voyez, j'ai posé pas mal de questions de ce type. Donc, je me suis dit que j'allais peut-être prendre la parole. Mais en plus, par rapport à la médecine du travail, nous, on est affiliés, donc on est adhérents depuis cette année à votre service puisqu'on a une salariée permanente. Mais sinon, la médecine des travails des intermittents, c'est anciennement dans le CMB, c'est Tali Santé. Voilà un petit peu, nous, notre difficulté au sein de Vagabond. Et c'est vrai que si on peut contacter votre service et poser plein de questions et se faire accompagner, ça peut être chouette, tout en ayant conscience que moi, en tant que présidente de la structure, je sais que je dois assumer pas mal de choses pénales, légales, etc. Et on essaye de faire tout bien. Voilà. Enchanté. Alors, oui, vous ne savez pas, vous regardez la dernière diapo, pardon, pour la réalisation de votre DU, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service de prévention et de santé, bienvenue. N'hésitez pas, vous nous contactez et moi ou une de mes collègues, un de mes collègues viendra vous aider avec plaisir pour justement vous dire comment bâtir et puis intégrer la démarche dans votre structure. Ce sera vraiment avec plaisir, sans problème. Ok, super, merci. Je crois que ce sera le plus simple. Ce sera, sinon je vais monopoliser la parole. En tout cas, merci. Merci, je vous en prie, merci. Donc, une autre question de Périgord-Bois. Existe-t-il des aides ou subventions pour mettre en place les plans d'action? Non. Alors, pour mettre en place les plans d'action. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est si ces structures dépendent de la MSA, de la CARSAT, enfin bon. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que la CARSAT peut aider financièrement pour certaines mises en place d'actions. Ça, c'est certain. Les entreprises qui cotisent à la CARSAT cotisent en fonction du taux ATMP, etc. Donc, il y a 3 conditions, je ne vais pas aller dans le détail. Réponse CARSAT. CARSAT, donc c'est parfait, vous pouvez avoir une aide de la CARSAT. Alors par contre, si vous sollicitez la CARSAT pour une aide financière et que vous n'avez pas fait votre document unique, c'est même pas la peine. C'est le premier document que la CARSAT va demander. Et il va falloir, dans votre plan d'action, que vous précisiez et que vous mentionnez, et la CARSAT n'est pas dupe, bien entendu, hein, que ça fasse partie des risques principaux liés à votre activité. Je m'explique. Vous utilisez un cancérogène et vous sollicitez la CARSAT pour une aide financière pour réparer des trous dans le sol pour chariot élévateur, la CARSAT va vous aider d'abord pour traiter le cancérogène dans votre structure, parce que ça sera partie des risques
à traiter en premier, bien entendu. Hein. Mais vous pouvez solliciter la CARSAT pour une aide financière, bien entendu. Vous les sollicitez, ils vont vous demander de bâtir un plan de prévention, à condition que votre DU soit fait. Et puis, vous verrez avec le contrôleur CARSAT local quel est le montant après la commission qui vous sera attribué en fonction de l'amélioration des conditions de travail, oui, sur un thème précis. Donc, autre question de Vanessa. Quand vous parlez d'accompagnement par vos services pour la mise en place ou la mise à jour du DERP, cela est-il possible d'être accompagné rapidement ou cela doit-il être programmé plusieurs mois à l'avance? Oh, plusieurs mois à l'avance, non. Ça peut être rapide, tout est relatif. Mais si vous nous sollicitez aujourd'hui, on peut intervenir dans le mois prochain. Voilà, en gros. Parce qu'on est assez sollicité. On a beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent pour le document unique, pardon, et puis bien d'autres choses, des métrologies, etc. Voilà. Ou études de poste, entre autres, ou fiches d'entreprise, comme le signale ma collègue. Oui. Mais n'hésitez pas à vous contacter nos services. Plus vous contactez tôt, plus on viendra tôt, bien entendu. Alors, je pense avoir fait le tour. Il est 16 h. J'envisage de donner la parole à mon directeur s'il est dispo. Donc, notre directeur, en fait, a été pris par... voilà, c'était pas prévu. Donc, il m'a envoyé un petit message. Donc, c'est moi qui vais prendre la parole. Donc, je suis Madame Sambla du service communication. En fait, je voulais juste attirer l'attention que cette sensibilisation, cette information qu'on vous a faite sur le document unique d'évaluation des risques professionnels, elle s'intègre aujourd'hui dans une semaine d'information que les différents services de prévention et de santé au travail de France ont mis en place. Donc, c'est la semaine des rencontres santé-travail et où, effectivement, jeudi, on a un autre webinaire qui va être sur la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien en emploi. Et donc, c'est dans le cadre de ces rencontres santé-travail que ce webinaire a lieu aujourd'hui. Donc, on espère qu'il aura répondu à vos attentes. N'hésitez pas à revenir vers nous si d'autres questions vous viennent dans un deuxième temps. On les transférera, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu voulais revenir sur les questions qui ont été posées en amont? Éventuellement, très rapidement. Donc, je vous demande 2 petites minutes. Je vais juste ouvrir le fichier qui correspond et on va répondre à ces questions qui avaient été demandées en amont. Donc, si dans l'intervalle, certains d'entre vous veulent prendre la parole, intervenir sur leur expérience ou app. Excusez-moi, il y avait une question concernant les entreprises d'État. C'était marqué quiz pour les entreprises d'État, comment est-ce qu'on fait? Alors, il faut quand même savoir que quand le document unique a été mis en place en 2001, c'était prévu que pour les entreprises de droit privé. Et l'État a mis en place le document unique dans ses propres structures quelques années plus tard. Pour l'instant, on n'a absolument rien sur les entreprises d'État pour cette plateforme. Comment ça va se passer? Est-ce que l'État va créer une plateforme? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'aujourd'hui, peu importe, si c'est une entreprise d'État, elle doit faire son document unique comme les autres. Exactement pareil aujourd'hui. Il n'y a que sur la plateforme où on n'a pas d'éléments supplémentaires. Et par rapport aux collectivités territoriales? Alors, comment ça se passe pour les collectivités territoriales? Collectivités territoriales de la même manière. Voilà. Ouais. Je cherche les questions. Et voilà. Alors, les questions. Est-ce qu'il y a des DU types à compléter pour différents secteurs? C'est ce que je vous ai dit. Certains syndicats professionnels en ont créé. Rapprochez-vous d'eux si vous faites partie de syndicats professionnels. Sinon, pas de DU type. On en utilise un, mais il y en a plein qui existent. En 2023, quelles sont les obligations en modalité pratique pour les associations de moins de 20 salariés pour la conservation du document unique et de ses mises à jour? Je voulais traiter tout au long justement de cette intervention. Quid d'une plateforme nationale interprofessionnelle pour réaliser la conservation du document unique? Ça sera justement cette plateforme 2023-2024 que je vous ai évoquée. J'aimerais vous citer aussi pour bâtir votre document unique via le site de l'INRS un modèle type qui s'appelle OIRA pour vous aider à bâtir votre document unique qui est plutôt bien fait, qui est assez simple et qui est plutôt pratique, voilà, qui a été bâti par l'INRS. Quel modèle pour l'affichage? Si c'est modèle de DU, c'est exactement la même réponse que pour la première question sur les modèles types de DU. Il n'y a pas de modèle type de document unique.
voilà ce que je voulais vous dire concernant les questions qui m'avaient été envoyées auparavant. En ce qui concerne le webinaire d'ordre général, qu'est-ce que le DU, comment le créer, j'en ai parlé. Voilà, je pense que c'est tout. Ah non, là, avez-vous des informations précises quant aux nouvelles modalités de mise en œuvre enseignement saisie des DERP au 01/07/2023? Je les ai évoquées pour les petites entreprises et les grandes structures, donc 1er juillet 2023 et 1er juillet 2024 pour les entreprises de moins de 50. Écoutez, on aura passé un petit moment ensemble. N'hésitez pas à vous rapprocher de nos services si vous avez des questions. Et puis, ce sera avec plaisir que je tâcherai d'y répondre ou nous solliciter pour vous aider. Il n'y a aucun problème. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer sur le mail où vous avez eu le lien de connexion. C'est le service communication. Nous les transférerons. Il n'y a pas de souci. Et là, dans la foulée, nous allons vous envoyer donc un mail avec la présentation qui nous a été demandée en format PDF. Et vous aurez un petit lien d'un questionnaire. Voilà, ça vous prend 2 minutes et nous, ça va nous permettre peut-être d'améliorer nos webinaires et de mieux répondre. Et puis, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous souhaiteriez avoir de la sensibilisation et de l'information, n'hésitez pas à nous le faire savoir par le même biais. Et donc, il y aura un replay de ce webinaire. Et dès qu'il sera en ligne, nous tiendrons informer toutes les personnes qui s'étaient inscrites. Nous vous remercions infiniment de l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire. Bonne fin d'après-midi à tout le monde. Merci beaucoup.